Mon dossier porte sur l'abolition de l'esclavage dans l'île Bourbon, avec comme problématique comment d'une terre d'esclaves, la Réunion, ex-île Bourbon, est-elle passée à une terre de citoyens. Donc ma soutenance porte sur deux parties, donc une partie historique, avec l'apparition de l'esclavage dans les programmes, ce qui se passe en France au moment de l'esclavage dans l'île Bourbon, et les raisons qui expliquent le choix de ce thème. Ma deuxième partie porte sur ma séquence pédagogique, avec le développement de la séance numéro 2 et de l'évaluation. Pour conclure, je vous parlerai des prolongements possibles suite à cette séquence pédagogique. Donc l'esclavage apparaît explicitement en histoire dans les programmes de 2002 au cycle 3. L'enseignement de l'histoire au cycle 3 s'appuie sur un programme découpé en 6 périodes et l'esclavage est étudié lors de la 4e période du début des temps modernes à la fin de l'époque napoléonienne et aussi lors de la 5e période par l'enseignement de la 2e République, avec notamment l'abolition de l'esclavage. Ce qui se passe en France au moment de l'esclavage dans l'île Bourbon, je vais m'arrêter sur deux événements majeurs, le siècle des Lumières et la Révolution française de 1789. Qu'est-ce que le siècle des Lumières ? Donc, c'est un mouvement philosophique qui domine le monde des idées en Europe au XVIIIe siècle. Le mouvement des Lumières tire son nom de la volonté des philosophes européens du XVIIIe siècle de combattre les ténèbres de l'ignorance par la diffusion du savoir. Les philosophes manifestent la volonté de dénoncer les préjugés en s'appuyant sur la raison. Ce XVIIIe siècle marque un tournant dans le courant des pensées de la population. Commence alors ce que l'on appelle la littérature engagée. Pour le sujet nous concernant, on prendra Montesquieu qui, dans l'esprit des lois, dénonce l'inutilité de l'esclavage, ou encore Voltaire dans le chapitre 19 de Candide, qui condamne les atrocités, les mutilations, qui dénonce les atrocités, les mutilations commises sur le nègre de Suriname. Les idées des Lumières pénètrent aussi à Bourbon par le livre. Le développement de la pensée des Lumières va amplifier le mouvement révolutionnaire. La population de 1789 aspire à la liberté et à l'égalité. La Révolution française va être un bouleversement politique radical puisqu'elle transfère la souveraineté du roi à la nation. Dans l'île Bourbon, la Révolution est d'abord une libération de la parole qui permet aux Bourbonnais libres d'assumer leurs responsabilités, non plus comme sujets, mais comme citoyens, et de prendre en main leur destinée. Des assemblées coloniales se créent, et bien qu'elles adoptent les décrets parisiens sur l'abolition des titres de noblesse, l'adoption du drapeau tricolore, ces instances n'en restent pas moins conservatrices. Des blancs siègent, seuls des blancs siègent à l'Assemblée. Des pétitions de libres de couleur, donc un libre de couleur, c'est un esclave affranchi ou un esclave né libre de par sa naissance, dû au statut de sa mère. Donc des pétitions de libres de couleur se multiplient pour une égalité des droits, mais à chaque permission, l'Assemblée impose que ce soit un blanc qui siège. Des clubs de révolutionnaires en France et dans l'île Bourbon se créent, mais elles n'iront pas jusqu'au bout de leur raisonnement. Une égalité des droits pour les libres, c'est d'accord, mais pas pour les esclaves. Et tout cela au nom de la paix sociale. 1789 voit aussi la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Là encore, le droit, c'est un droit qui n'aboutit qu'à une liberté blanche. Cependant, les mentalités changent et de 1840 à 1846, une série d'ordonnances confèrent des droits aux esclaves. Les propriétaires ont l'obligation de les nourrir, de les loger, de les vêtir et de les soigner. Une étape vers la citoyenneté, les esclaves ont le droit de posséder un lopin de terre, ils peuvent vendre leur récolte afin de racheter leur liberté ou la liberté d'un autre esclave.
l'éducation face à laquelle les propriétaires avaient été si réticents contribue aussi à la citoyenneté de l'esclave. Une ordonnance que peu de gens connaissent, c'est une ordonnance promulguée en mars 1846 qui institue la durée légale du travail de l'esclave à 9h30 par jour, alors qu'en France, en 1846, la durée légale du travail de l'ouvrier dépasse 12 heures par jour. De même, cette ordonnance oblige les maîtres à payer des heures supplémentaires à l'esclave. Il ne lui manque plus que l'essentiel, la liberté. Dans ma deuxième partie, je vous développe la séance numéro 2 et l'évaluation. Donc ma séquence comporte 5 séances, donc avec une première séance sur les grandes découvertes, la colonisation, donc c'est une réactivation des connaissances et non pas une évaluation diagnostique comme j'avais mis dans le sommaire. La deuxième séance porte sur l'apparition de la traite, donc les débuts de la traite avec les causes, conditions de vie et de transport des esclaves. La troisième séance porte sur un exemple concret, donc l'île Bourbon, un exemple concret de traite. La quatrième séance porte sur la date du 20 décembre 1848, donc date de l'abolition, un pas vers la citoyenneté pour l'esclave, l'ancien esclave, l'esclave aboli. Et la cinquième séance porte sur l'évaluation et les prolongements. Donc je vais vous développer la séance 2 que j'ai eu l'occasion de mettre en œuvre. Je ne vous cache pas que cette séance, pour moi, elle était parfaite. Et au moment de la mettre en œuvre, effectivement, j'ai vu qu'il y avait des points à améliorer. Donc lors de cette séance qui s'est passée dans une classe de CM2 avec un effectif de 26 élèves, dont 3 absents, donc un effectif de 23 élèves, plus le maître, dans un établissement REP+. Donc à mon arrivée, je fais un recueil des représentations sur les thèmes de la traite et de l'esclavage afin de voir où en sont les élèves dans leur représentation. Cela dure 15 minutes. Au bout de 15 minutes, je leur explique qu'on va faire un travail sur 2 documents, donc sur un texte et une carte. Dans le texte, il y a 3 questions qui sont posées, sauf qu'ils travailleront dans un premier temps sur les 2 premières questions. Suite à ça, on passe à la distribution de la fiche de travail sur le commerce triangulaire et la carte du monde. Les enfants se mettent en groupe de 4, donc on constitue 5 groupes de 4 et un groupe de 3. Les documents sont distribués et je leur explique ce qu'il y a à faire. Donc la consigne numéro 1, c'est de placer sur la carte le nom des continents qui font le commerce triangulaire. Et la deuxième question, c'est d'indiquer par des flèches la direction du commerce triangulaire, donc les pays qui commercialisent entre eux. Donc les enfants procèdent à ces 2 exercices, donc ils lisent le texte et répondent aux questions. Dans un des groupes, il y a un élève non lecteur. Donc je passe dans ce groupe en disant aux élèves de lire afin que l'élève puisse prendre connaissance lui aussi du texte et afin qu'il puisse répondre aux questions. 15 minutes passent, on termine donc cette première phase de l'exercice. Puis, je leur dis de faire la question numéro 3, sauf que pour cette question numéro 3, je leur distribuais une nouvelle carte du monde avec cette fois-ci des rectangles blancs dans lesquels ils doivent placer les produits que se commercialisent ces continents entre eux. Donc, au lieu de leur donner ce nouveau document, je leur demande de continuer à travailler sur la carte que je leur avais donnée auparavant. Donc pendant 5 minutes, les élèves sont déstabilisés. Donc moi aussi, je me déstabilise puisque je pensais leur simplifier la tâche et au contraire, j'ai un peu compliqué l'exercice puisque pour eux, il devait y avoir un nouveau document avec les rectangles blancs, alors que là, ils se retrouvaient avec leur document où ils avaient placé le nom des continents et les sens des flèches
mais sans les carrés blancs. Donc, au bout de 5 minutes, tout le monde a compris la nouvelle consigne et s'est mis à la tâche. Donc, je continue à passer dans les groupes et j'arrive dans un groupe de 3 élèves où 2 filles sont entrées en conflit, puisqu'il y en a une qui avait bien compris la consigne, alors que l'autre prenait le nom des produits dans l'ordre où c'était énoncé dans la consigne pour placer sur la carte. Donc, suite à ça, elles se sont chacune repliées sur elles-mêmes, puisque aucune des deux n'acceptant l'explication de l'autre. Je vous avoue que je me suis retrouvée complètement démunie face à cette situation. Qui plus est, une des 2 petites filles s'est mise à pleurer. Donc, elle est sortie pour se rafraîchir. Un instant après, c'est la deuxième petite fille qui s'est mise à pleurer. Donc, elle aussi, elle est sortie se rafraîchir. Et en attendant qu'elle revienne, je suis repassée dans les rangs. Et l'élève non lecteur avait complètement décroché, puisqu'il était en train de colorier dans son tableau, dans son cahier. Donc, je lui ai dit de fermer son cahier et de se remettre à la tâche de participer avec ses camarades pour placer les noms des produits que se commercialisaient les continents entre eux. Au retour des 2 petites filles, je passe à la mise en commun de l'exercice sur la traite, puisqu'il s'agissait là de faire l'émergence de la définition de la traite. Malheureusement, prise par le temps, j'ai bâclé cette partie, puisque j'ai envoyé une élève au tableau afin qu'elle place les réponses des élèves des différents groupes sur la carte du monde. Sauf que prise par le temps, j'ai fini par le faire à l'oral avec les explications de chaque groupe. Et suite à cette correction collective, puisque ce n'est pas une mise en commun, suite à cette correction collective, on passe à la distribution de 3 images, donc mis sur 3 feuilles différentes dans chaque groupe. Donc une image représentant les esclaves dans le bateau, une autre image représentant les esclaves dans les champs et une dernière représentant l'esclave marqué au fer. Cette nouvelle consigne, donc, on le fait à l'oral. Les élèves donc étudient pendant 5 minutes les documents, puis une restitution à l'oral afin de faire l'émergence de la définition de l'esclavage. Donc cette séance est un peu rapide puisqu'on est là encore pris par le temps et on fait cette phase en 15 minutes. Donc on fait l'émergence de la traite et de l'esclavage, mais on ne peut pas faire plus. Les élèves n'ont pas le temps de recopier la trace écrite. Au débriefing sur cette séance, ce que je peux vous dire, c'est que j'aurais dû prendre en compte lors de l'élaboration de ma séance du cas de l'élève non lecteur. À ce moment-là, une séance, je l'aurais pris en séance d'activité pédagogique complémentaire afin de travailler sur le texte, le vocabulaire du texte. Une fois arrivé dans la classe, il aurait pu participer à l'activité avec ses camarades. Concernant le conflit socio-cognitif qu'il y a eu entre les 2 petites filles, lors de la mise en commun que je n'ai pas faite, cela aurait permis l'émergence de ce que chacun avait fait dans les groupes, et de ce fait, l'une des 2 aurait vu qu'elle était en tort et qu'effectivement, elle aurait dû, au lieu de se braquer, écouter les explications de sa camarade. Concernant le nombre de documents distribués, au total, il y en a eu 5. 3 images, une carte du monde et une fiche de travail. C'est beaucoup. Les élèves se sont perdus lors de la deuxième phase, donc ils ne savaient plus où c'est qu'on en était par rapport aux images. Donc du coup, il faudrait, lors de la mise en place de cette séance, effectivement mettre moins de documents. Concernant le travail en groupe, donc quand j'avais des groupes hétérogènes,
Mais malheureusement, ceux qui étaient plus avancés se mettaient plus facilement à la tâche. Les autres attendaient, et la plupart du temps, c'était les mêmes. Donc, ils attendaient donc peut-être voir la constitution des groupes. Concernant la durée de la séance, par rapport aux objectifs fixés, elle était assez courte puisque 1 heure n'a pas suffi à faire la séance correctement. Il aurait fallu le scinder en 2, donc faire 2 séances de 45 minutes. Une première séance où on aurait eu l'émergence de la traite et une deuxième séance avec l'émergence de la définition de l'esclavage. Les élèves auraient pu prendre la trace écrite qu'ils auraient élaborée avec mon aide, et ils auraient mieux assimilé la notion. Donc cette séance, j'en retire beaucoup de positifs, puisque j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de points à améliorer. Prendre en compte l'hétérogénéité des élèves, les élèves peu lecteurs ou non lecteurs, les conflits éventuels qui peuvent se créer au sein des groupes, et la durée effectivement des séances. En lien à cette séquence pédagogique, donc il y a l'évaluation, donc en fin de séquence. L'évaluation, donc là, concernant l'évaluation, il y a 5 questions qui sont posées aux élèves, puis un texte que les élèves doivent lire et ensuite décrire la vie d'un esclave sur la plantation. Et le 3e exercice est la gravure de Garot, l'émancipation à La Réunion, que les élèves doivent décrire à l'aide des questions posées. Suite à la séance numéro 2, donc je suis revenue sur cette évaluation et elle me semblait très difficile, surtout si j'ai des élèves non lecteurs dans ma classe. Donc il m'a semblé judicieux de poser 5 questions écrites à des élèves et en cours d'année de faire des interrogations orales avec ceux qui n'étaient pas lecteurs. En lien avec cette séquence, donc on peut travailler en EMC sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en parallèle avec la Convention des droits de l'enfant, voire l'émergence de l'esclavage moderne. En littérature, on pourra travailler sur un album, sur les traces des esclaves de Marie-Thérèse Davidson, et selon les capacités de mes élèves, sur 2 graines de cacao d'Evelyne Briseau. En histoire des arts, on peut travailler sur la gravure de Garot, l'émancipation à La Réunion. Pour conclure, je vais vous parler des prolongements possibles suite à cette séquence pédagogique. Donc, les sorties possibles aux archives départementales et aussi au musée du Villèle. Projet d'éducation artistique et culturelle avec comme thème les arts créatifs de la culture métisse, notamment travailler les arts musicaux, le séga, le maloya et l'apparition du créole, en architecture sur les cases créoles, en histoire des arts sur les gravures et les lithographies. Dans la suite de l'année scolaire, comme le prévoit les instructions officielles de 2012, je traiterai de la notion « la France dans une Europe en expansion industrielle et urbaine », les colonies, les migrations. On parlera notamment du fait que la France, comme d'autres pays d'Europe, fut un grand pays colonisateur.